Bonjour, je vais étudier aujourd'hui la lecture analytique 3 de la dernière séquence vue en classe qui portait sur individu, morale et société. Il s'agit d'un extrait du Horla de Guy de Maupassant, à la suite de quoi j'étudierai l'interrogation des lignes 22 à 27 du texte proposé. Je commence. Maupassant est un auteur réaliste de la fin du XIXe siècle et on nous propose ici une de ses nouvelles fantastiques. En 1885, l'auteur avait déjà fait paraître une première version du Horla qui commençait par l'introduction d'un médecin demandant à ses collègues d'examiner le cas particulier d'un patient dont il ne s'expliquait pas très bien le mal. Ici, il s'agit de la version définitive datant de 1887, dans laquelle Maupassant a choisi finalement de présenter l'histoire à travers le journal du narrateur, ce qui permet au lecteur d'hésiter entre l'interprétation rationnelle de la réalité, qui supposerait que le narrateur soit fou, ou l'interprétation surnaturelle, qui supposerait que le narrateur ressent la présence effective d'un fantôme qui existerait vraiment. Dans l'extrait qui nous est proposé, nous nous trouvons plutôt au début de l'histoire. Le narrateur ne ressent pas encore la présence du Horla, ce personnage dont on ne sait pas s'il l'invente ou s'il le ressent vraiment. C'est une des premières étapes dans le basculement dans le fantastique. Et nous avons ici donc la date du 5 juillet, lendemain de la première nuit de doute de la part du narrateur. 5 juillet. Ai-je perdu la raison ? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas, voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie, et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. On se demandera comment l'auteur ménage ici une ambiguïté entre le réel et le surnaturel, selon le principe du fantastique, et on le fera selon 2 axes, en étudiant tout d'abord un cadre propice au déploiement de l'angoisse, et également la manière dont la focalisation subjective, l'énonciation à la première personne, permettent de maintenir cette ambiguïté. Le texte comporte 2 dates, le 5 juillet et le 6 juillet, à chaque fois le lendemain d'une nuit dans laquelle s'est produit un événement qui va nous être raconté et qui bouleverse le narrateur. Ce choix du journal avec les dates permet de percevoir l'évolution subtile dans le temps de la psychologie du personnage et son passage de la raison à l'émotion, puis finalement quelque chose qui évoque la folie. Dans le premier paragraphe, le personnage nous propose une introduction qui va ménager le suspense en commençant par une interrogation. Ai-je perdu la raison ? On ressent l'émotion du personnage avec la répétition, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, et également la mise en place d'un cadre propice à l'illusion et à l'imagination, puisque l'événement qui va nous être raconté s'est produit la nuit. Comme le rappelle l'adjectif étrange qui évoque le songe, peut-être le cauchemar, et le verbe songer qui fait penser au rêve. Dans le paragraphe suivant, on installe le cadre avec des habitudes rituelles, comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, et on entre dans le récit, comme le montre la présence de l'imparfait, était, et surtout du passé simple, je bus, je remarquais, puis dans le paragraphe suivant, je me couchais, je tombais.
Après cette mise en place d'un cadre narratif, commence le récit du cauchemar. Je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables. L'adjectif épouvantable, renforcé plus loin par le comparatif plus affreuse encore, montre qu'il s'agit d'un phénomène à la fois explicable et en même temps extraordinairement violent, puisque ce rêve va suffire à éveiller le personnage. Dans le 4e paragraphe, on a alors une ellipse, alors que le lecteur s'attendrait au récit du cauchemar, à la raison qui a poussé le personnage à se réveiller. On passe au présent et on a une description qui fait une coupure dans le récit d'un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon. Il s'agit évidemment d'une comparaison, mais on n'a pas d'outil de comparaison. On pourrait parler donc plutôt de métaphore ou d'analogie. Ce qui est plus étrange encore, c'est évidemment l'élément de comparaison choisi par le personnage, puisqu'il s'agit d'un assassinat, avec l'évocation des râles du personnage couvert de sang et qui va mourir, avec le futur proche qui montre l'imminence de la mort. Et enfin, la simple conclusion après le tiret, voilà, le narrateur nous laisse un peu sur notre faim, sans plus d'explications. Et ce qui est plus étrange encore, on ne sait pas à qui il s'adresse, puisqu'il est supposé écrire un journal, donc à la première personne et destiné à lui seul, mais qu'il écrit en début de ce paragraphe « Figurez-vous », ce qui laisse entendre qu'il s'adresserait à quelqu'un. Commence alors le paragraphe principal de l'extrait, qui se compose de 3 étapes. Dans un premier temps, le narrateur va nous livrer les faits exacts qui se sont produits dans cette nuit-là. Tout simplement, il allume une bougie. En raison de sa soif, il se dirige vers sa carafe et constate qu'elle est vide. Les éléments physiques sont mentionnés, la bougie, la table, la carafe, le verre. Et les phrases sont courtes, les propositions sont juxtaposées, comme on peut le voir grâce à la présence de points-virgules. Ce sont des petits faits racontés sans émotion, sans subjectivité, successivement, comme des étapes de manière très méthodique. On est encore dans la rationalité. Puis, on passe à l'émotion. Elle était vide complètement. On voit la répétition, les exclamations et l'hésitation du personnage qui dit « ou plutôt ». On soulignera également la violence des mouvements qui le saisissent, mouvements qui sont contradictoires puisqu'il s'assied, puis finalement tombe, se redresse d'un saut, puis se rassied à nouveau. Pour finir, on passe au bouleversement et on a envie de dire peut-être à la folie, avec l'interrogation « On avait donc bu cette eau, qui, moi, sans doute », avec le sans doute qui devrait exprimer l'absence de doute, mais qui au contraire sème le doute, d'autant qu'il est suivi d'un point d'interrogation. On voit que le personnage hésite, se dédouble peu à peu entre ses émotions, d'une part, qui sont soulignées par exemple à la ligne 14, une émotion si terrible, mais également le verbe ressentir, ou les mots éperdus d'étonnement et de peur. Ces émotions qui sont mêlées avec la présence du corps, ses yeux, ses mains qui tremblent, on passe donc ici à des symptômes physiques. Et en même temps, la raison qui s'efforce de se manifester, la raison qui est nommée au début de ce paragraphe, ayant enfin reconquis ma raison, et qui se manifeste par la suite sous la forme d'un effort logique, avec par exemple la conjonction de coordination donc, ou alors. Les connecteurs logiques montrent que le personnage essaye de donner une explication rationnelle à ce phénomène qui ne s'explique pas. L'explication qu'il va proposer, c'est le somnambulisme. Alors j'étais somnambule, je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse, mais l'explication, ou plutôt la définition qu'il va donner du somnambulisme, paraît particulièrement fantastique. Puisque, passant d'une double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, donc moins du somnambulisme que là, franchement, de la schizophrénie, le personnage finit par faire l'hypothèse d'un être étranger, inconnaissable et invisible, qui anime, par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. C'est la première définition de ce qui deviendra le hors-là dans la suite de la nouvelle. Le récit s'achève sur une dernière considération qui montre qu'on a atteint le paroxysme de l'émotion avec l'interjection « ah » et les interrogations à nouveau « qui comprendra mon angoisse abominable ?» Même si la question est rhétorique,
on voit que, comme dans Figurez-vous tout à l'heure, le narrateur fait l'hypothèse d'une autre personne, d'une autre présence, à qui il s'adresse ou ici qu'il rechercherait pour le comprendre et l'écouter. À nouveau, l'émotion, l'épouvante, comme on peut le voir avec le mot épouvanté, s'oppose à l'homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison. Une dernière fois, le récit mentionne le cadre, puisque le personnage va attendre le jour, par opposition à la nuit qui ouvrait cet extrait, et c'est la fin du récit. On passe alors à la date du 6 juillet, qui est marquée par l'affirmation « Je deviens fou ». Notre extrait commençait par la question « Ai-je perdu la raison ?» Celle-ci est devenue une affirmation, le personnage se convainc de sa folie. On voit que l'hésitation, l'ambiguïté est encore présente. On a encore des éléments matériels concrets, la carafe, la nuit, et en même temps le désir de revenir à la raison. On a encore fait l'hypothèse d'un personnage fantastique avec le pronom impersonnel, un personnage surnaturel, et puis le personnage se corrige comme un retour à la raison, ou plutôt « je l'ai bu ». Le texte s'achève sur une série de questions de plus en plus courtes, de plus en plus paniquées, qui marquent une angoisse extrême. Mais est-ce moi qui est répété? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? On en conclut que le cadre réaliste construit par Maupassant, qui est un maître du genre, accentue en réalité le fantastique, puisqu'il favorise pour le lecteur l'hésitation entre l'interprétation rationnelle et l'interprétation irrationnelle. Le choix final opéré par Maupassant de récit dans un journal permet au lecteur de ressentir plus intensément les émotions du narrateur et en même temps de l'accompagner dans les transitions et les contradictions de son propre ressenti. L'énonciation à la première personne maintient l'ambiguïté puisqu'il est impossible au lecteur, qui n'est en possession que du journal du narrateur, de trancher entre l'hypothèse de la réalité ou l'hypothèse du surnaturel. C'est d'ailleurs le choix que fera Henry James dans Le Tour d'écrou, qui raconte l'histoire d'une gouvernante en proie à une imagination débordante ou à la présence de fantômes qui la conduiront à vouloir protéger autant que possible deux enfants à qui, malheureusement, il arrivera des choses terribles. Nous aborderons maintenant la question de l'interrogation dans la fin du texte, des lignes 22 à 27. L'interrogation est présente dès les deux premières phrases de ce passage. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable, qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. La première est marquée par le point d'interrogation et le mot interrogatif qui. Ce mot interrogatif se retrouve dans la seconde, mais celle-ci s'achève par un point d'exclamation. Dans les deux cas, il s'agit du pronom sujet, et à chaque fois, c'est le sujet du verbe comprendra. Mais l'absence de point d'interrogation montre qu'il s'agit bien de questions rhétoriques. Le narrateur n'attend pas de réponse. Dans la fin du texte, on retrouve des questions avec « mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ?» et plus loin « qui me sauvera ?» C'est une accumulation donc de questions avec deux interrogations cette fois-ci totales. Est-ce moi ? Est-ce moi ? Et trois interrogations partielles avec à nouveau le pronom qui. Dans la première occurrence, qui serait-ce ? On a une inversion sujet-verbe qui montre que le pronom qui n'est cette fois-ci pas pronom sujet, mais attribut du sujet ce. Puis, on peut noter également, pour finir, la seconde interrogation partielle de ce passage, qui est tout simplement une phrase non verbale qui se compose seulement du pronom interrogatif.